Les musiciens choisissent donc des gammes pour leurs compositions qui ne vont pas leur compliquer les choses pour rien. Quand c'est possible. Résultat, on retrouve très souvent les mêmes gammes, alors que d'autres gammes ne sont quasiment jamais utilisées. Ça les arrange bien, et ça nous arrange bien, nous aussi. Mais on est quand même à un stade un peu dangereux pour vous, il faut que vous en soyez conscient. Le côté un peu académique et théorique de ce que l'on fait en ce moment éprouve votre patience et peut-être met un peu à mal vos nerfs. Vous vous demandez peut-être, mais à quoi servent ces de gamme qui font tout le monde? Je l'ai expliqué au moins en partie, et il est normal à ce stade que pour vous, ça ne soit pas aussi facilement compréhensible que pourquoi on évite de mettre les doigts dans une porte, surtout quand on joue au piano. Et cette difficulté à percevoir la nécessité des gammes est forcément une source de frustration et une motivation pour tout abandonner. C'est pour ça que dans cette approche de la musique et du piano, j'explique toujours pourquoi on fait quelque chose. Mais parfois, on ne peut vraiment comprendre que quand on a compris. Oui, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Vous savez maintenant que dans l'esprit de cette chaîne, je ne m'attarderai jamais sur quelque chose qui ne nous servira pas. J'ai bien pesé ce qu'il faut savoir, ce qu'on peut laisser de côté ou remettre à plus tard, et j'ai bien ordonné les choses dans un fil conducteur qui nous amènera à la compréhension de la musique en général et à jouer du piano en particulier. Ce fil conducteur est donc la colonne vertébrale de cette approche, elle assure la cohérence et une construction évolutive de ce que vous avez besoin de savoir. Donc si vous vous sentez à jour, alors on continue avec cette vidéo et posons quelques briques supplémentaires à votre édifice. Bonjour, je m'appelle Stéphane et je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne. Je voulais finir avec les gammes majeures dans cette vidéo et passer aux gammes mineures, mais une question très pertinente m'a été posée et la réponse m'amène à un sujet que je voulais aborder plus tard, mais réflexion faite, ce n'est pas plus mal de l'avancer à cette vidéo et ça va nous permettre de faire un petit break dans les gammes. Donc le sommaire de cette vidéo est de revoir rapidement les gammes majeures que vous deviez jouer, et continuer à jouer bien sûr, puis on va parler de transposition, puis de tension et de résolution. Que des mots anciens qui impressionnent et qui intimident, mais en fait qui décrivent une logique très concrète, facile à comprendre, et c'est votre oreille qui va vous guider. Revoyons un peu les gammes que vous êtes en train d'assimiler doucement mais progressivement. Ce sont les gammes majeures de Do, Mi, Fa, Sol et La, nos gammes au petit cœur, main gauche, main droite, à l'endroit, à l'envers. Elles devraient commencer à rentrer doucement dans votre tête, ou je devrais dire plutôt dans vos doigts, car il ne s'agit absolument pas de les connaître par cœur, c'est-à-dire de savoir les réciter verbalement, ça ne sert à rien, et en plus c'est chiant. Vous avez vu dans les vidéos précédentes que j'ai du mal à énumérer verbalement les notes que composent les gammes sans regarder ce que font mes doigts, ou alors essayer d'imaginer dans ma tête un clavier et où mes doigts tomberaient. Et même comme ça, je suis hésitant, je bafouille et je me trompe souvent. Mais mes doigts, eux, connaissent les gammes. Je pose mon pouce sur le sol, et hop, c'est parti. Mes doigts savent ce qu'ils ont à faire, sans même regarder ou presque. Vous y arriverez aussi, c'est une certitude, car ce n'est qu'une question de pratique et de répétition, vous le savez bien maintenant. À ce stade, il faut que vous jouiez les gammes avec votre tableau sous les yeux. Ne les apprenez donc surtout pas par cœur, en les récitant, c'est pas votre cerveau qui doit les mémoriser, ce sont vos doigts. Faites bien la distinction entre votre cerveau et vos doigts. Ça peut paraître un peu fou comme ça, mais je vous assure que le cerveau et les doigts paraissent se dissocier au bout d'un moment. Du coup, si je demande à mon cerveau de jouer la gamme de Si, et c'est pas la plus simple, bah, ça va faire ça. Alors Si, plus un ton, plus un ton, plus un demi-ton, bon, bref. Vous voyez que je vais mettre 3 plombes pour jouer cette gamme qui devrait être exécutée en 5 secondes maxi. Par contre, si je demande à mes doigts de la jouer, je ne réfléchis plus, je déconnecte le cerveau et ça va tout seul. C'est pas la preuve, ça, qu'il y a bien deux canaux bien distincts que sont le cerveau et les doigts. Je vous à peine vous dire que moi je les vois comme deux petites personnes à l'intérieur de moi. À une autre époque, il y en a qui ont fini sur le bûcher pour bien moins que ça. Mais visiblement, le cerveau est très hésitant à jouer cette gamme, car il faut qu'il réfléchisse à chaque action.
Et réfléchir, ça prend du temps. Les doigts, eux, quand ils sont livrés à eux-mêmes, ne réfléchissent à plus rien et dépendent uniquement sur des automatismes pour faire ce que le cerveau ne sait pas faire. Pas de réflexion, pas de perte de temps, la gamme devient donc automatique, rapide et fluide. Et c'est en répétant vos gammes encore et encore que vos doigts vont apprendre à les jouer. Si on accepte cette vision un peu farfelue au début de dissociation du cerveau et des doigts, alors poursuivons la folie un cran plus loin, on peut dire aussi que votre oreille, et on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, est une troisième personne, puisque sans que vous lui demandiez quoi que ce soit, elle vous envoie des notifications, comme j'aime toujours dire, qui vous font grincer des dents quand elle entend quelque chose qui ne lui plaît pas, et en plus elle se trompe rarement, et de moins en moins avec l'expérience. Donc, il y a le cerveau qui sait analyser pour créer et élaborer des actions. 2, il y a les doigts qui savent exécuter les actions développées par le cerveau. Et 3, il y a l'oreille qui surveille tout ce qu'elle entend et prévient quand quelque chose ne va pas. Voilà le trio parfait pour faire de la musique. Et nous avons tous en nous ces outils, le cerveau, les automatismes et l'oreille. Si vous êtes conscient de leur présence, si vous connaissez leur spécialité, alors vous saurez les exploiter pour jouer une gamme, puis interpréter un morceau, et même composer une chanson vous-même. Comprendre ce que l'on fait en musique concerne bien sûr la technicité pure et dure des fondements de la musique, les notes, les gammes, les accords, les arpèges, la composition, les arrangements, les orchestrations, bref, mais ça concerne aussi la prise de conscience des outils que nous avons en nous, et comment les écouter et les exploiter. Et vous avez déjà remarqué que j'y reviens régulièrement, car cette prise de conscience fait partie de cette méthode. Parfois, je vous montre quelque chose et je vous dis « Ne regardez pas ce que je fais, mais écoutez ». C'est pour solliciter spécifiquement votre oreille, pour qu'elle se rende compte et qu'elle comprenne des choses qui concernent son domaine de compétence, en lui montrant ce qu'il faut écouter. D'ores et déjà, avec le travail sur les gammes majeures que vous avez déjà fait à ce stade, si une note dans une gamme majeure est fausse, je suis sûr que vous allez l'entendre tout de suite, quelle que soit la gamme, alors que vous ne les connaissez pas toutes par cœur, et même que vous ne savez même pas encore bien les jouer non plus, et même certaines autres gammes qu'on a laissées de côté car peu utilisées. On essaye? Je vais jouer des gammes complètes, et vous dites « top » au moment où une note n'est pas bonne. Allons-y. Écoutez, ne regardez pas. Y a-t-il eu un top de votre part? Non, c'est normal, puisque j'ai joué la gamme de Do, très simplement, et toutes les notes étaient à leur place. Une autre? Y a pas eu un top à la fin, là? Ça serait pas plutôt... Je suis sûr que vous l'avez entendu aussi, celui-là. Une autre? Il y a eu un top là, hein? Ça serait pas plutôt... Je suis sûr que votre oreille l'a entendu. Et en plus, cette gamme, c'était la gamme majeure de mi bémol, une gamme qui n'a pas de petit cœur et dont on n'a encore jamais parlé dans aucune des vidéos. Si vous avez bien suivi toutes les vidéos dans l'ordre, je suis sûr que vous avez pu repérer la note qui sortait du cadre de chaque gamme, et même d'une gamme que vous n'avez jamais entendue et encore moins jouée. C'était celle de mi bémol. Elle figure bien sur votre tableau des gammes majeures, mais on n'en a jamais parlé car très peu de morceaux ont été composés dans cette gamme. Vous voyez, c'est incroyable ce que votre oreille sait déjà faire, sans que vous en soyez nécessairement conscient. Revenons maintenant à nos gammes au petit cœur. Je vais vous les refaire pour que vous puissiez vous les repasser à volonté. Allons-y. Main droite, main gauche, va et vient, on commence par celle de Do. Mi. Pardon. Fa, vous vous souvenez qu'à la main droite c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
À la main gauche, c'est comme d'habitude. Sol. La. Pardon. Et la gamme de si, rien que pour vous embêter, je vous épargne la main gauche, vous devez le faire seulement à la main droite. Elle est intéressante parce qu'elle contient toutes les notes noires. Vous connaissez les consignes pour bien jouer une gamme. Allez doucement au début, pas comme je viens de faire, c'est déjà relativement rapide. Vos gammes doivent être propres, même si elles sont lentes. Accélérez progressivement, mais toujours avec la même propreté dans votre jeu. Privilégiez la propreté de votre jeu à la vitesse, toujours. Tout ça a été bien couvert dans les 2 dernières vidéos, mais je préfère le répéter tellement c'est important. Voilà pour les gammes majeures, vous savez tout ce qu'il faut sur leur théorie, il ne vous reste plus qu'à savoir les jouer convenablement, et vous savez ce qu'il faut faire pour y arriver. Régularité et persévérance. Et répétition. Revenez régulièrement sur la vidéo numéro 5 sur la position du corps, des bras et des doigts face au clavier pour valider la façon dont vous vous placez. Vous devez vous comporter physiquement comme des pianistes. Il ne devrait pas y avoir de différence de position entre un pianiste aguerri et vous. Sujet suivant. Maintenant que vous connaissez ce que sont que les gammes majeures et les lois qui les gouvernent, on va parler de transposition. Pour jouer un air soit plus haut, soit plus bas, en fonction de la personne qui va le chanter par exemple, on va le transposer plus haut ou plus bas pour s'adapter à elle. Comme pour les gammes qui sonnent bien ou qui sonnent faux, là aussi, il va y avoir du travail pour votre oreille. On va prendre Frère Jacques comme exemple, parce que c'est un petit air que tout le monde a bien dans l'oreille, et que si à un moment il y a une fausse note, votre oreille va vous avertir tout de suite. Donc jouons Frère Jacques dans la gamme de Do, c'est-à-dire en ne jouant que les notes de la gamme de Do, c'est-à-dire en ne jouant que les touches blanches. Voilà, vous voyez comme cette petite comptine est en fait 4 phrases musicales jouées chacune 2 fois. Oui mais voilà, je me retrouve en présence d'une personne qui veut chanter Frère Jacques avec moi, mais qui me dit que en Do c'est un peu bas et qu'en Sol ce serait mieux pour sa voix. C'est une demande tout à fait légitime, les gens ayant différentes tessitures de voix. On l'a vu dans la vidéo précédente, je crois, c'est ce qu'on appelle les barytons, les ténors, les sopranos. Ce sont les termes de tessiture les plus connus. Donc il faut que je transpose la mélodie de Frère Jacques, de Do, vers Sol. Ça veut dire qu'il faut que je fasse la même mélodie, mais commençant par un Sol au lieu d'un Do. Allons-y. Bon ben voilà, tout s'est très bien passé, super facile. Je n'utilise que les touches comme quand je jouais en Do, il y a quelques instants. C'est facile la transposition d'une gamme à une autre. Puisque c'est si facile, essayons en Fa. Donc je l'ai fait en Do, je l'ai fait en Sol, maintenant je le fais en Fa. Allons-y. Là, ça cloche. Cette note est fausse. Bon, on va utiliser notre oreille pour essayer de corriger ça. Voilà, il faut remplacer le Si que j'ai joué par un Si bémol ou un La dièse. Donc,
Pour essayer de jouer la totalité de l'air, je vais remplacer tous les si par des si bémol, et normalement ça devrait fonctionner. Allons-y. Ok, c'est bien ça. Il faut utiliser un si bémol ou un la dièse à la place du si. Mais c'est marrant ça, pourquoi il y a un la dièse qui vient se coller au milieu? Pourquoi ça marche en do et en sol? Et pourquoi ça ne marche pas en fa? Enfin si ça marche, mais je suis obligé d'apporter une altération à une note. Eh bien parce que quand on joue Frère Jacques en fa, c'est-à-dire dans la gamme de fa, ou dans la tonalité de fa, il faut respecter la gamme de fa en jouant les notes de la gamme de fa, sinon ça va faire des bizarreries. Et dans la gamme de fa, majeur, regardez votre tableau, il n'y a pas de si, il y a un la dièse à la place. Si je ne respecte pas la gamme de fa pour jouer Frère Jacques en fa, ça va sonner comme ça. Pour retrouver la bonne mélodie, je dois respecter la gamme de fa et jouer des si bémol ou des la dièse, là où je jouais un si avant. Donc quand on joue Frère Jacques en do, ok, on a compris, on joue les notes de la gamme de do. En fa, on joue les notes de la gamme de fa, et donc il faut jouer des la dièse à la place des si. Ok. En sol, ça doit être pareil. On doit jouer en respectant la gamme de sol. Mais alors, en sol, pourquoi ça marchait avec que les touches blanches, comme si c'était la gamme de do? Vous vous souvenez? Il y a bien un dièse qui va venir se coller là-dedans, comme quand on joue en fa. Bah, apparemment pas. Regardez, en ne jouant que des touches blanches, c'est-à-dire les notes de la gamme de do, ça marche. À l'oreille, tout va bien quand on commence par un sol. Il n'y a pas de dièse qui vienne compliquer les choses. Cool. Non, 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 non. Prenons notre tableau des gammes majeures et regardons la gamme de sol. La gamme de sol ressemble à la gamme de do dans le sens où il y a beaucoup de notes blanches. Sauf que pour une note à la fin, le fa est remplacé par un fa dièse. Mais la mélodie de Frère Jacques, en sol, ne dépasse jamais le mi. Regardez. Je ne vais jamais au-dessus du mi. Le mi est la note la plus haute de la mélodie. Donc en fait, dans la mélodie, on n'a jamais besoin de ce fa dièse. Les mélodies n'utilisent pas toujours forcément toutes les notes de la gamme dans laquelle elle est jouée. Donc on peut avoir l'impression qu'on est en do, puisqu'on ne joue que des touches blanches, mais en fait on est bien en sol. Car si la mélodie montait dans la gamme, au lieu de rester en bas comme elle le fait, on serait bien obligé d'utiliser un fa dièse au lieu du fa pour que ça sonne juste. Je vous en fais la démonstration. Regardez, je vais le jouer en do. Et maintenant je vais changer la mélodie pour utiliser toutes les notes. Ok, maintenant voici la nouvelle mélodie. Je vous la rejoue. Cette mélodie, de Frère Jacques un petit peu améliorée, surtout à la fin, utilise toutes les notes de la gamme. Maintenant, je vais la transposer en sol. Allons-y. Et je vais utiliser que les touches blanches, puisque j'ai l'impression que le sol, que la gamme de sol, c'est comme la gamme de do. Écoutez bien. Là, c'est comme tout à l'heure. Aïe. Eh oui. Je suis bien obligé d'utiliser ce fa dièse. Voilà, je vous ai montré comme parfois les apparences sont trompeuses et surtout vous montrer comme on s'est appuyé sur notre oreille pour valider ou invalider une mélodie et la corriger avec ou sans le tableau. Et finalement, si on joue Frère Jacques en mi
pensant encore que jouer en mi, c'est pareil que jouer en do, vous aurez compris que c'est loin d'être le cas, mais faisons-le quand même. Alors là, le problème s'entend tout de suite. Parce que la gamme de mi a 4 altérations, et donc 4 touches noires dans sa gamme. Alors si on joue comme si c'était en do, qui n'a aucune altération, ça va sonner très faux. Quand on joue Frère Jacques en mi, il faut jouer sur la gamme de mi. Et la gamme de mi, la voilà. C'est pas ça. Si on veut jouer Frère Jacques en mi, on va jouer Frère Jacques sur les notes de la gamme de mi, comme n'importe quelle autre mélodie que je veux jouer en mi. Et voilà, je respecte la gamme de mi majeur, et tout se passe très bien. Alors vous n'allez pas jouer Frère Jacques dans plein de gammes différentes, ça ne servirait à rien, je pense que vous avez compris le principe. Il ne s'agit pas non plus de jouer cette mélodie parfaitement bien et de façon fluide, mais que vous cherchiez les notes qu'il faut utiliser pour jouer Frère Jacques dans les tonalités de Do, Mi, Fa, Sol et La, nos tonalités au petit cœur. Pour le fun, faites-le aussi en Si majeur, parce que c'est intéressant. Vous y arriverez, c'est sûr, c'est pas difficile, vous avez le tableau, vous avez aussi votre oreille qui vous parle, vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. Jouer Frère Jacques dans différentes gammes, ok, mais avec quel doigté? Eh bien, pour le doigté d'un morceau, c'est jamais indiqué, ça dépend de l'instrument utilisé, évidemment. Il n'y a d'ailleurs jamais d'indication de doigté sur les partitions. C'est à l'instrumentiste de trouver un doigté qui convient le mieux pour que la mélodie soit bien fluide. Apprendre un morceau, c'est aussi ça, quel que soit l'instrument. Alors vous vous souvenez des règles au piano. Soit c'est le pouce qui passe en dessous du deuxième, troisième ou quatrième doigt, soit c'est le deuxième, troisième ou quatrième doigt qui passe au-dessus du pouce, et pareil pour la main gauche bien sûr. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Dans la gamme de Do, ce sera le pouce qui passera en dessous du troisième doigt pour aller jusqu'au bout de la gamme, et dans l'autre sens, ça sera le troisième doigt qui passera au-dessus du pouce pour terminer la gamme. Pour la gamme de Fa, qui est un peu spéciale à cause de la morphologie de nos doigts, ce sera le pouce qui passera en dessous du quatrième doigt pour monter jusqu'en haut de la gamme, et en sens inverse, ce sera le quatrième doigt qui passera au-dessus du pouce pour terminer la gamme. Il n'y a pas d'autre façon de faire, alors il faut trouver par soi-même un doigté facile et efficace pour chaque morceau. Pour Frère Jacques, faisons-le ensemble avec la gamme de Do, et puis on le fera après avec Mi. Bon, donc comme je suis en gamme de Do, je vais mettre chaque doigt au-dessus d'une note blanche et commencer à jouer, et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà, jusque-là, tout va bien. Maintenant, comment je vais faire? Il faut que je fasse... Il n'est pas question de faire ça, de faire une note, deux notes, trois notes avec le cinquième doigt. Ça, ce n'est pas possible. Donc il va falloir que je replace ma main. Donc je rejoue. Comme cette note est longue, ce sol il est long, j'ai le temps de replacer ma main et de mettre le quatrième doigt sur le sol. Regardez. Et là, avec le quatrième doigt, je peux faire toutes les notes. Là se repose le même problème, comment je vais faire pour aller chercher le sol, qui est ici. Eh bien, comme ce Do est encore une note longue, eh bien je peux très bien replacer mon troisième doigt, parce que j'ai le temps. Ok? Je vous le rejoue.
Voilà, vous voyez les replacements de main, de façon à ce que mes doigts se replacent pour que j'ai l'envergure de mes doigts nécessaire pour aller chercher toutes les notes dont j'ai besoin pour la phrase qui vient. On va le faire en Mi aussi. Mi, c'est plus compliqué puisque la gamme de Mi, elle a 4 altérations, donc il va falloir que je suive ces 4 altérations quand je vais jouer Frère Jacques dans la gamme de Mi. Alors, allons-y. Bon, je vais placer mes doigts comme sur la gamme. Et là, j'ai le même problème que tout à l'heure. Comment je vais faire pour faire? Alors, en plus, c'est dur parce qu'il faut que j'aille de là à là. Donc c'est sûr que je ne vais pas pouvoir rester comme ça. Faisons comme tout à l'heure. Je vais mettre le 4e doigt là. C'est pas pratique là. Mon petit doigt est court et cette touche est courte aussi. Donc je ne vais pas y arriver. Bon, si j'utilise le 3e doigt. Bon, ça va. Et maintenant je fais quoi là? Je suis obligé d'avancer ma main sur le clavier pour que mon pouce puisse atteindre le sol dièse. Regardez. C'était 3e doigt. Et là je fais comment pour aller... Non, ça va pas non plus. Donc le 5e ça marche pas, le 3e ça marche pas, le 4e ça marche pas, le 3e non plus. Bah, il me reste plus que le 2e. Bah, j'espère que ça va marcher. Hein. Pardon. 2e doigt. Ah oui. Là, je vais mettre mon 3e doigt. Voilà, ça c'est bien ça. Et après, je vais faire comme tout à l'heure. Je replace avec mon 3e doigt. Voilà. Voilà, donc je sais maintenant que ici, il va falloir que je replace mon 2e doigt. Regardez, hein. Je vous la rejoue une fois de façon propre. Voilà, vous comprenez maintenant ce qu'est une transposition. Vous voyez déjà que quand on sait jouer un air dans une gamme, eh bien le jouer dans une autre gamme, ce n'est pas si simple et qu'il faut quasiment réapprendre à jouer le morceau car toutes les notes changent. C'est un inconvénient du piano, mais aussi de la plupart des autres instruments de musique. Donc, quand on va jouer avec d'autres musiciens, on se renseigne bien toujours avant de la gamme dans laquelle on va jouer pour pouvoir s'entraîner avant, tranquille chez soi, et ne pas se retrouver à avoir travaillé un morceau, et quand on arrive, finalement on découvre qu'on va le jouer, mais dans une autre gamme. Ça sent le vécu, hein. Voilà, on vient de jouer Frère Jacques dans différentes tonalités. On peut en déduire quelque chose de très important, qui va nous faciliter la vie. Une mélodie que l'on joue dans une gamme ou une tonalité, eh bien finalement, regardez, cette mélodie ne fait que se promener sur les notes de la gamme et pas sur les autres notes qui ne lui appartiennent pas. La mélodie ne peut utiliser que les notes de la gamme dans laquelle elle est jouée, sinon ça sonnera faux, à part quelques petites exceptions. Quand on joue un air sur une gamme de Do, on ne peut utiliser que les notes de la gamme de Do. Quand on joue un air sur la gamme de Sol, on ne peut utiliser que les notes de la gamme de Sol, etc. À part quelques petites exceptions, bien sûr, on l'a vu dans d'autres vidéos et on y reviendra. Et tout cela est vrai avec les 12 gammes majeures que vous connaissez maintenant, mais aussi avec les 12 gammes mineures, et on va voir ces gammes-là très bientôt. Alors, si vous connaissez bien la gamme dans laquelle vous devez jouer une mélodie, ce sera assez facile pour vous de n'y mettre que les notes de la gamme et aucune autre. Ça élimine quand même énormément les possibilités de faire des fausses notes. Et du coup, vous voyez bien qu'en musique, on ne fait pas ce qu'on veut. Loin de là, pas du tout même. Il y a des règles à suivre si on veut que ça reste audible. Mais à l'intérieur de ces règles, les possibilités sont encore immenses. Et là, vous voyez bien à quoi servent les gammes. 1. Elles donnent un cadre au morceau, le rendant audible et harmonieux, sans fausse note. 2. Elles vont aussi nous servir à jouer plus tard des accords, c'est-à-dire des groupes de notes que l'on va jouer ensemble, en même temps.
Et troisièmement, par l'intermédiaire des accords, les gammes vont nous amener aux arpèges, qui sont une façon détachée de jouer des accords. Comme je le répète toujours, pour jouer de la musique, pour y mettre sa touche personnelle dans une interprétation, pour composer de la musique soi-même, il faut comprendre ce que l'on fait en maîtrisant cet empilement de fondamentaux que sont les notes, les gammes, les accords, les arpèges et quelques autres petits étages encore. Le jour où vous aurez compris comment ces choses-là s'empilent et s'assemblent, alors vous êtes les rois et les reines du monde. Vous pourrez jouer n'importe quoi que vous entendez à la radio, à la télé ou sur les plateformes musicales. Enfin, quand je dis n'importe quoi, du moment que ça s'adapte au piano. AC/DC au piano, bon, enfin, pourquoi pas, en faisant une grosse adaptation style piano, mais ça ne ressemblera jamais à l'original. Voilà, on en a fini avec les gammes majeures et les transpositions. Ouais. Le temps file toujours plus vite que je ne l'imagine. Je voulais dans cette vidéo aborder la question qui m'a été posée de pourquoi je présente les gammes à 8 notes alors qu'effectivement elles n'ont que 7 notes distinctes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça fait 7. Et moi je vous les présente à 8 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La 8e note n'étant finalement que la répétition de la première. J'ai plusieurs raisons pour faire ça, et une des raisons sont les tensions et les résolutions que je vous avais annoncées au début de cette vidéo, un sujet dont je voulais parler plus tard, mais qui trouve aussi parfaitement sa place dans les gammes. Là, le temps commence à se faire long, et je remets donc ce sujet à la prochaine fois. Pour la prochaine fois, justement, exercice numéro 1, ce sont les gammes au petit cœur. Vous continuez à vous les mettre en tête, enfin dans les doigts plutôt, main gauche, main droite, à l'endroit, à l'envers, en respectant les consignes, vous les connaissez, levez bien vos doigts juste avant chaque note, fluidité, propreté, allez-y lentement, toutes les notes au même niveau sonore. Deuxième exercice, continuez celui des octaves, avec les doigts 1 et 5, main droite, main gauche, retirez votre main à chaque fois pour les forcer à retrouver la distance. Il faut que ça devienne automatique. Et troisièmement, apprenez à jouer Frère Jacques dans les gammes de Do, Mi, Fa, Sol, La et Si, à la main droite uniquement bien sûr, en trouvant le doigté optimal qui sera différent selon la gamme dans laquelle vous jouez. Souvent il y a plusieurs solutions, le but est de trouver celui qui sera le plus simple pour vous de jouer évidemment. On verra tout ça au début de la prochaine vidéo. Comme d'habitude, mettez un like à cette vidéo si elle vous a fait avancer d'un pas, et ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si vous suivez consciencieusement le fil de cette approche de la musique et du piano, et vous serez informé automatiquement des prochaines publications. Bon travail à tous, et rigueur et régularité sont les clés du succès. Portez-vous bien, à la prochaine, et musicalement vôtre.